Après aussi, tu vois, c'est un peu le problème. Si vous êtes dans la crypto, je pense qu'à un moment donné, l'aspect technique, c'est important et tout. Si vous êtes dans la crypto, on va pas se leurrer, comme 100% des gens, c'est pour gagner de l'argent. D'accord? Si vous investissez sur du Bitcoin, les performances qu'il y a eu, c'est plus quelque chose aujourd'hui qui est inconnu et c'est plus quelque chose qu'on peut remettre en question. C'est la classe d'actifs. Le Bitcoin, ça a été même l'actif le plus performant de toute l'histoire de l'humanité. Ce qui m'énerve un petit peu, c'est la manière dont on va framer les choses pour faire en sorte de ranger les gens à notre manière de penser. Par exemple, les Bitcoin Maxi, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont tendance à prendre, pour le cas de 2022, 2023 et début 2024, de prendre le ratio Ethereum-Bitcoin et en disant, regardez, l'Ether, ça va aller aux oubliettes parce que le ratio, en fait, Ether par Bitcoin, n'a fait que baisser. Le Bitcoin a surperformé l'Ether jusqu'à présent, ce qui a été le cas, en fait, sur tous les cycles depuis le début. Et ils disent, l'Ether, ça va aller à zéro. En général, c'est à chaque fois un synonyme de réversal aussi à un moment donné, un synonyme de reprise d'une tendance haussière. Et souvent, ils le font quand tu vois du Max Kaiser, quand tu vois des personnes comme ça, que je respecte aussi, parce qu'ils sont là dans la crypto depuis quand même des années. Mais à chaque fois que ces personnes-là se réveillent et sortent des buissons en disant l'Ether est mort, souvent, c'est synonyme de la reprise de la tendance haussière et souvent, ça se fait pile au bottom. Et là, ça a été le cas encore. Dernièrement, Max Kaiser il est sorti, il a montré la charte d'il y a 2 ans et demi, enfin sur 2 ans et demi, en disant l'Ether vis-à-vis du Bitcoin, ça va tendre vers zéro. Et moi, j'ai juste envie de leur dire, putain, mais élargissez juste votre. Regardez historiquement parlant ce qui s'est passé. Je vous rappelle quand même que l'Ether, son prix d'ICO, c'était 30 centimes. D'accord? Oui, mais ça irait à l'encontre en fait des dires. Ah bah oui. Tu frames en Mais fonction de ce qui si tu veux regarder les infos, regarde-les vraiment Bah oui. jusqu'au bout et frame vraiment ton truc tel que c'est réellement. C'est pour ça qu'on vous invite à jeter un coup d'œil et de vous former sur ces sujets parce que les mecs, des moments, ils racontent de la merde. Là, quand tu regardes les mecs, quand ils te disent l'Ether, ça va tendre vers zéro vis-à-vis du Bitcoin, quand tu regardes les performances de l'Ether qui a été lancé dans son ICO à 30 centimes, au moment où vous pouviez faire l'ICO, vous pouviez échanger l'équivalent de 1 Bitcoin qui à l'époque valait à peu près 200 dollars contre 2000 Ethers. C'était ça le ratio lors de l'ICO. Je vous invite à faire le calcul aujourd'hui et regardez combien, si vous échangez un Bitcoin contre des Ethers, combien vous en avez aujourd'hui. Et depuis le départ, ça n'a fait que baisser. Ce ratio, sur le long terme, ça n'a fait que baisser. Donc si vous, votre objectif, quand vous investissez dans la crypto, c'est de gagner plus d'argent, et donc finalement de battre les performances, en l'occurrence là du Bitcoin, parce que je parle de l'Ether, en avoir en portefeuille, c'est indispensable. Si vous voulez investir sur d'autres altcoins et donc battre les performances du Bitcoin et de l'Ether, ce qui est indispensable si vous investissez sur d'autres altcoins, regardez les performances historiques passées de ces cryptos vis-à-vis des deux premières, du Bitcoin et de l'Ether. Si vous voyez que ça fait 6 ans que votre projet, comme le cas du XRP, je sais qu'on va pas se faire d'amis, mais ça fait depuis 2017 que ce projet-là fait un all-time low sur all-time low par rapport à de l'Ether et par rapport à du Bitcoin. Parce qu'ils sont restés, en fait, sur le pump qu'on a eu en 2017. Et tu as des gens qui sont accrochés à ce bag-là depuis des années, depuis 2017, et qui ont loupé le cycle précédent. Peut-être qu'ils louperont pas ce cycle, j'en sais rien. Mais vous ne devez pas être investi émotionnellement sur des projets. Je sais que ça fait peur et ça fait mal quand je dis des trucs pareils. Et je dis pas que si vous avez du XRP en portefeuille, finalement, ça regarde que vous. Mais est-ce que vous voulez passer à côté d'un truc parce que vous êtes trop investi émotionnellement sur un projet? Il y a des gens qui ont loupé un cycle, qui risquent peut-être de louper un deuxième cycle parce qu'ils se disent non, non, mais là, c'est bon, le XRP à 587 dollars ou 589, je crois que tu avais des mecs qui faisaient des prévisions comme ça. Un XRP à 589 dollars, c'est bon, ça sera possible. OK, si c'est votre scénario, faites ce que vous voulez. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, et ça, c'est un fait, vous pouvez regarder historiquement parlant, depuis 2017, le XRP n'a fait que des précédents plus bas, exprimés en Bitcoin, exprimés en Ether. Et peut-être que ça continuera de le faire. J'en sais rien. Ça reste une grosse crypto. Ça reste une crypto qui a une communauté qui est très forte. Voilà. Mais derrière, elle est moins virulente avec les années. Elle est quand même moins virulente avec les années. Il y a eu en 2017-2021, c'était juste terrible. Mais avec les années, ils commencent à se calmer parce qu'en fait, il y a de moins en moins d'arguments en fait. Ouais. Par contre, il y a d'autres cryptos, par exemple, et je dis pas qu'il faut que vous investissiez sur elles. Nous, on s'en fout, vous gérez votre truc comme vous voulez. Mais si vous prenez des cryptos, par exemple, comme le BNB, il y a des risques qui sont liés au BNB. Et je vous invite à faire le graphique BNB vis-à-vis du Bitcoin et vis-à-vis de l'Ether. Ça fait depuis sa création qu'il arrive, que cette crypto arrive à dépasser
son précédent plus haut exprimé en Bitcoin et en Ether. Est-ce que ça continuera de le faire? Est-ce que montrer le graphe comme ça, au moins, ça permet de. Ouais. Et en fait, vous, si votre objectif, c'est d'accumuler plus de Bitcoin et d'Ether, en avoir en portefeuille, pourquoi pas? Voilà. Mais en fait, c'est comme ça qu'il faut que vous réfléchissiez. Et effectivement, il y a des périodes où, effectivement. Mais là, tu l'as exprimé en dollars, là. Tu l'as exprimé en Ether. Ah non, en Ether. Ah, en Ether, d'accord, ok. Mets-le en log. Ouais, hop. Mais en fait, j'aimerais virer les news, là. Je sais plus comment on fait. Je sais pas comment on fait non plus. Mets-le par rapport à du Bitcoin aussi, si tu peux. Bah, c'est ce que j'allais faire. On peut pas avoir les deux charts. L'un, c'est soit BTC. Mais effectivement, on voit qu'il y a des périodes où il surperforme. Et même depuis le départ. Hein. Oui, bien sûr. C'est un coin qui est récent aussi. Hein. Je crois que ça a été lancé en 2017. Hein. Tu vois, donc c'est assez récent. Et si on prend nos amis du XRP, ils ont eu un super pump au début, en fait. Ils ont eu un super pump au début, mais regardez, exprimé en Bitcoin. Là, si vous investissez sur un projet comme ça, c'est-à-dire que vous acceptez plus de risques, mais il faut que vous acceptiez de sortir pile au bon moment. Hein. Là, regardez, ça se fait en quelques temps. Hein. Regardez, là, en fait, quand vous êtes dans la bougie verte, là, dans le vert, c'est là où vous étiez dans le positif par rapport à exprimer en fait en Bitcoin. Mais la probabilité que vous arriviez à sortir à ce moment-là est proche de 0. Et donc là, la réalité, si vous regardez les chiffres, hein, objectivement, c'est que si vous aviez investi sur du Bitcoin et pas sur du XRP, et là sur l'Ether, à mon avis, j'en parle même pas. Voilà. J'en parle même pas. Sur l'Ether, il fallait être chaud. Il y avait une petite semaine. Il y avait une semaine, d'ailleurs, un peu plus d'une semaine. Et donc, exprimé en dollars, oui, vous avez peut-être fait de l'argent. Simplement, quand vous regardez les performances de l'Ether, du Bitcoin sur ces mêmes périodes, au final, voilà. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et là, on ne parle pas de biais cognitif. On ne dit pas c'est de la merde et tout. Il y a des gens sur Internet qui vont dire c'est de la merde, d'autres qui vont dire c'est génial. Nous, on s'en fout. On regarde les chiffres. Voilà. Donc, je pense que justement, tant qu'on parle du BNB, il y a une news que j'ai vu passer qui est assez intéressante. Il y a un rapport qui est sorti qui démontre en fait que CZ, qui est l'ancien PDG de chez Binance, posséderait actuellement 64% de la supply en circulation de BNB. Alors, il y a une partie qui détient directement en nom propre et après, vu comme il détient 90% en fait de Binance, il a directement une bonne partie également des BNB, sachant que c'est Binance qui est derrière ce projet. Et ils expliquaient que Binance plus CZ, c'est 71% de la circulation des BTC. Des BNB, pardon, ce qui représente 147 millions de BNB. Donc pareil, voilà, quand vous avez une concentration comme ça qui est très forte, faites très attention. C'est un peu comme l'histoire du FTT avec FTX. Le jour où FTX est parti aux oubliettes, le projet est parti aux oubliettes avec. Donc c'est important de le savoir de ça. Aujourd'hui, il y a une grosse concentration et que demain, si Binance se met à liquider des positions parce qu'ils ont une amende de 4 milliards de dollars, que je ne dise pas de bêtises là comme ça de tête, ça peut entraîner des chutes qui sont rapides. Pareil, s'il a besoin pour sa défense de vendre du BNB, il le fera. Sachant qu'ils ont quand même une mécanique de burn qui est trimestrielle de mémoire chez Binance, qui est plutôt assez intéressant de ce côté-là. Vous voyez, il y a des avantages et des inconvénients à chaque fois, mais il faut être bien conscient qu'aujourd'hui, si vous ne croyez pas en CZ, il ne faut peut-être pas se poser sur le projet. Quand on a un mec qui détient 64% de la supply, si demain il décide de la vendre, si demain il décide de se barrer avec la caisse, le projet part aux oubliettes. Ouais, là on décide justement comme ce qu'il a fait depuis 2017 de pas vendre ses positions, voire même d'en acheter sur le marché, ce qui a fait que son token, son coin maintenant a eu des performances incroyables. C'est à double tranchant en fait. Ça peut être pour le meilleur comme pour le pire. Et après, c'est est-ce que vous pensez que la vision de CZ est la bonne? Est-ce que vous lui faites confiance? Là, c'est littéralement ça. Il a un impact qui est tellement fort en fait sur le projet, comme les mecs qui ont du Tron, parce que Justin Sun fait un peu ce qu'il veut sur le projet. Ouais. C'est pareil. Voilà, il y a un mec qui a une importance qui est extrême, et ça, il faut savoir le détecter, et il faut analyser votre projet pour savoir si justement il y a une personne comme ça qui a une importance, ou si au contraire c'est hyper bien réparti de partout. Mais ce qui veut dire que potentiellement, un gars comme ça qui fait de la rétention, il a une pression haussière qui est hyper forte. À l'inverse, il a une pression baissière qui est hyper forte. Et quand vous avez une décentralisation qui est la plus globale possible, l'effet de réseau est beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui vont devoir se bouger pour avoir un impact sur le prix. Bastiano qui dit XRP est tenu par la SEC depuis presque 4 ans. On attend la réponse du juge et si la réponse est positive, les holders seront récompensés et ensuite viendra. Il y a déjà eu une réponse.
Il y a déjà eu une réponse, en fait. Une première réponse. Mais c'est bullshit. C'est histoire de dire, en fait, qu'il y a une excuse aujourd'hui pour laquelle le XRP n'est pas utilisé. C'est une réalité, en fait. C'est pas parce que la SEC demain, elle dit non, mais c'est bon, XRP est classé totalement comme un utility token que ça va changer quoi que ce soit. Le projet, là, ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de choses novatrices réellement dessus. Et la dernière fois qu'il y a eu une décision de la SEC, il y a eu uniquement la vente aux institutionnels qui ont été classés comme securities. Et le reste, la vente au retail n'a pas été classée comme securities. C'est tout. Et ça n'a rien changé. Il y a eu une petite bougie. Et puis après, c'est reparti aux oubliettes, en fait. Alors moi, pour mitiger un peu plus le truc, je suis convaincu quand même que sur le cycle précédent, le fait que XRP se soit fait attaquer par la SEC, ça a eu forcément un impact sur le prix parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont dit vas-y, en gros c'est risqué donc je vends. D'ailleurs même sur cette période, si vous regardez les analyses on-chain, les fondateurs du projet et la fondation Ripple Labs a dumpé des milliards de XRP sur le marché sur la tête des investisseurs parce qu'ils avaient besoin de payer tout un tas de charges et puis également aussi de se défendre pour le procès contre la SEC. Donc, il y a aussi, tu vois, quand on parle de CZ, qui détient 64% de la supply, qui lui, pour le coup, vous pouvez regarder les analyses on-chain, il a jamais vendu, il a même acheté son propre token. Ça a permis d'avoir des performances super élevées sur son truc. Ça veut pas dire que ça va continuer comme ça veut pas dire que c'est forcément un bon projet que vous devez détenir sur le long terme. Vous devez faire votre propre analyse. Mais je veux dire, pour le cas du XRP, par exemple, là, c'est avéré que les fondateurs, qui détiennent une grosse partie de la supply, ont dumpé, mais ça fait des années qu'ils continuent de le faire. Et oui, c'est le cas pour beaucoup de projets, hein. Même la fondation Ethereum, hein. On parle de XRP, mais Ethereum, c'est pareil. Cardano, c'est pareil. Charles Hoskinson, il a fait le top de son projet. La fondation Ethereum a fait le top sur le précédent cycle. Charlie Lee, avec le Litecoin, l'a fait aussi. Donc, en fait, le risque, il est toujours présent. Simplement, il faut essayer de prendre du recul sur le truc et de se dire, OK, peut-être que si demain, la SEC avec Ripple est exempté de toute charge, sans doute que ça aura un impact sur le prix, mais comme on a vu en fait la news avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, la news avec la SEC, avec le XRP, quand on a dit c'est bon, au final, il y a une partie du cas qui a été réglée, il y a eu un pump et on est revenu au stade d'équilibre. En fait, tout de suite, ça c'est revenu au stade d'équilibre. À voir, on verra comment ça peut se passer. S'il y a un comeback, et franchement, je le souhaite, hein, les gens ils vont nous dire on est des haters, moi je m'en fous, hein, je vous souhaite le meilleur les gars. Hein. Si il y a un comeback monumental sur le XRP avec des mecs qui ont détenu et qui ont créé leur position depuis 2017, qui ont pas eu la chance de connaître le cycle précédent parce qu'ils sont passés totalement à côté, qui sont encore convaincus de leur truc, qui ont profité de ces périodes-là pour pouvoir accumuler et que là, franchement, c'est l'hécatombe, le truc, ça explose tous les plafonds. Bravo les mecs. Moi, j'ai envie de dire bravo. Ils l'auront mérité. Là, ils l'auront mérité, c'est clair. Mais après, dire que, tu vois, Bastien qui dit on attend le règlement de demande de la SEC à XRP et ensuite le juge donnera son verdict. Mais en fait, pour moi, c'est utopique que d'attendre en fait une décision du news pour avoir un impact en fait long terme sur le prix. Voilà. Ça va avoir un impact court terme, mais un impact long terme, non. Regarde même un truc, c'est que les gens ils se disent des impacts comme ça négatifs, c'est un impact sur le prix. Alors oui, ça dépend de quel projet. Tu prends CZ, là il est parti en tôle quand même. Hein. Il est parti en tôle. Le BNB a fait son ATH. Alors. Bah oui, mais c'est ça, c'est la grosse différence entre les projets, entre les fondateurs et ce qu'ils en font. C'est juste une vision qui est différente en fait.